Bonjour à tous, nous arrivons à la fin de cette session. Nous arrivons après avoir vu l'accueil sous différents aspects, après avoir vu la difficulté de vivre ensemble, la mixité sociale. On arrive aujourd'hui de l'accueil à l'intégration. Alors, petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Monique Beaujard. Ceux qui viennent tous les ans me connaissent parce que de 2009 à 2015, j'ai été directrice du service Famille et Société à la Conférence des évêques. Et donc, je participais déjà. Et puis, comme le CERAS, c'est une équipe éminemment sympathique, j'y viens encore de temps en temps. Et c'est aussi parce que j'étais à la Conférence des évêques au service Famille et Société que j'ai eu le plaisir déjà de rencontrer à plusieurs reprises celui qui va vous parler ce matin, Monsieur le préfet Alain Régnier, qui à l'époque s'occupait des questions de logement, de bidonville. C'est ce qu'on peut appeler un préfet social. Il s'est toujours occupé des plus fragiles, des problèmes de logement et des bidonvilles, des Roms. Et aujourd'hui, il est délégué interministériel à l'accueil et à l'intégration des réfugiés depuis 1 an. Donc c'est lui qui va maintenant nous parler de ce qu'on fait pour l'intégration, de ce qu'on peut faire. Et j'espère de tout cœur qu'il va pouvoir vous soutenir aussi parce que, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure quand on parle en aparté, il y a parfois une certaine lassitude chez ceux qui, sur le terrain, s'engagent dans l'accueil et qui ne se sentent pas toujours soutenus par le préfet sur place. À vous la parole, monsieur le préfet. 1, 2, 3, ouais. Bien, bonjour à tous, merci de cette présentation, merci de me donner la parole ce matin. Il est encore temps de se souhaiter, c'est le dernier jour, une belle année 2019. Vous excuserez ma voix, mais j'ai eu quelques jours de grippe, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, dans cette salle, donc je suis encore un peu brumeux, mais ça va aller. Il y a donc quelques brochures, là, je n'en ai pas fait assez, mais qu'on pourra vous diffuser pour vous présenter sur support papier un petit peu plus en détail que ce que je vais vous dire. Donc, je vais vous faire un petit topo sur les mots, parce qu'effectivement, il y a beaucoup MOTS, d'ambiguïté sur ces sujets dont vous parlez depuis plusieurs journées, qui sont très piégés, très piégeux, et sur lesquels on surfe sur des ambiguïtés, des contradictions, et voilà. Donc déjà par rapport au mot réfugié, je pense que vous l'avez bien en tête puisque vous réfléchissez et vous agissez sur ces sujets. Le réfugié, c'est un homme, une femme, un enfant bénéficiaire de la protection internationale que la France donc donne. Et l'année dernière, donc on est sur 34 000 adultes plus à peu près 9 000 enfants, donc un peu plus de 40 000 personnes. Donc cette protection internationale, c'est la fin d'un parcours, d'un processus qui est par la voie terrestre ou par la voie aérienne, l'arrivée sur le sol d'un État européen et la demande d'asile, ou plus récemment une nouvelle forme aussi d'accueil direct qui s'appelle la réinstallation, à ne pas confondre avec la relocalisation. La réinstallation, c'est un engagement pris par les États auprès du Haut Commissariat aux réfugiés d'accueillir dans des conditions relativement urgentes des personnes en situation de grande vulnérabilité. Donc le président Hollande s'était engagé pour accueillir 3000 réfugiés syriens provenant de camps au Liban ou en Jordanie. On a quasiment atteint ce chiffre qui était un engagement de la France de 2016. Le président Macron donc, a fixé un objectif de 15 000 accueils, 7 000 Syriens et 3 000 subsahariens. Au 31 décembre, on est à 5 400 personnes accueillies, sachant que l'objectif est à tenir d'ici octobre 2019. Donc, a priori, je pilote ce programme
nous atteindrons les 10 000 personnes accueillies d'ici le 31 octobre et vraisemblablement la France prendra un nouvel engagement dans cette politique de réinstallation qui est une nouvelle voie pour la France et un certain nombre de pays européens, qui sera sans doute une des questions aussi qui va percuter les discussions en cours difficiles et pénibles sur pourra-t-on trouver un compromis entre les États de l'Union européenne sur des règles minimums et des standards partagés pour l'instruction de la demande d'asile en Europe. Le sujet est donc pour l'instant pas tranché. Donc ces bénéficiaires de protection internationale, ils sont 230 000 personnes en France, si on prend la totalité sur une période de 10 ans. Sachant que dès qu'ils ont la protection internationale, ils sont dans le droit commun. Et donc, je ne suis pas en capacité d'avoir un suivi, puisque c'est le droit commun. Donc, il n'y a pas de... Je ne peux pas leur écrire, je ne sais pas où ils habitent, je ne sais pas... Donc, la priorité depuis un an, c'est d'essayer de construire des politiques publiques déjà sur les primo-réfugiés, on va dire. Parce qu'encore une fois, comme il n'y avait pas de politique, et j'y reviendrai dans quelques instants, organisée par l'État sur cette question de l'intégration jusqu'à présent des bénéficiaires de la protection internationale, c'est pas qu'elle n'avait pas du tout, mais elle n'était pas structurée, n'était pas déployée sur le territoire. Il y a malheureusement beaucoup de personnes ayant un statut de réfugié qui, au bout de quelques années, ne parlent toujours pas un mot de français ou quasiment pas, peuvent se retrouver à la rue dans les évacuations de campements dans les grandes villes de province ou à Paris. On a entre 5 et 10% de personnes qui sont à la rue et qui sont des bénéficiaires de la protection internationale. Et donc, c'est absolument inacceptable et il faut qu'on travaille là-dessus pour avoir des réponses. Alors, ces politiques d'intégration, le mot intégration lui-même est aussi un mot piégeant. De quoi parle-t-on? Alors, il y a une définition communément admise au niveau européen. C'est l'intégration, c'est un parcours. Quelqu'un arrive dans une société, donc on va lui donner les outils pour essayer de construire un projet de vie correspondant le mieux à ses attentes et aux attentes de la société d'accueil. Et bien évidemment, le point central, c'est la question de la langue. Parce que pour s'intégrer ou s'insérer dans un pays qu'on ne connaît pas, il faut maîtriser la langue pour accéder à un emploi, pour accéder à un logement, etc. Donc ce point est central. Donc dans le parcours d'intégration, la langue c'est un élément central. Mais l'intégration n'est pas l'assimilation. Là aussi, dans des débats que j'ai ou des rencontres, je fais à peu près un déplacement par semaine. Et aussi dans des débats avec des universitaires et des jeunes dans des grandes écoles. Je suis frappé par... on me dit, mais votre définition de l'intégration, nous on veut que ces gens-là s'assimilent. Donc on est bien sur une tension sur... mais s'assimiler à quoi? Donc moi je reste encore une fois profondément attaché à l'état de droit et c'est la seule manière de préserver une démocratie libérale. Sinon, on passe dans un autre monde qui est plutôt en train de se développer autour de nous. Donc, il faut préserver l'état de droit. Et l'état de droit, encore une fois, c'est simplement le respect des règles de la République qui sont fixées par les lois et la Constitution de la France. Donc, comment construire un projet de vie avec quelqu'un qui, de plus en plus, n'est plus francophone? Pendant les quelques décennies d'application de la Convention de Genève, la majorité des personnes qui sollicitaient la protection de la France étaient francophones. Aujourd'hui, ces dernières années, on est à 15% de francophones. Et donc, on est sur une baisse significative et donc de la nécessité d'adapter nos cours de français et à ce type de public, sans parler de l'augmentation aussi des publics que la France accueille et qui n'ont jamais été scolarisés dans leur pays d'origine. Et pour lequel donc les cours d'apprentissage, je dirais classiques, sont pas du tout adaptés. Donc
nous devons aussi développer de nouveaux outils d'apprentissage du français par rapport à des jeunes qui n'ont bénéficié d'aucune scolarisation dans leur pays d'origine. Alors, depuis, si on prend un petit rappel, mais vous l'avez sans doute en tête, donc la Convention de Genève de 1951, elle fait suite donc à un état d'esprit général de la post-nazisme et construction d'un droit international protecteur des libertés individuelles et du respect des personnes. Donc, on a fêté il y a quelques jours les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, 2 ans après, à Genève, était adoptée cette convention, qui n'a été adoptée que par 50 ou 51 pays, je n'ai plus le chiffre précis en tête, tout simplement parce qu'il n'y avait que 50 pays à l'Organisation des Nations Unies. En 1950, la France était encore un État colonial, l'Angleterre aussi. Donc l'environnement international était totalement différent d'aujourd'hui. Et vous avez suivi, si vous êtes là, c'est que vous suivez cette actualité, les délires du pacte de Marrakech. Ce pacte de Marrakech, donc, qui encore une fois est un document non contraignant, qui simplement, qui d'ailleurs a été adopté par tous les pays en septembre dernier à New York, mais qui dans la déclaration finale donc, de Marrakech n'a pas été adopté par une trentaine de pays, dont les 3/4 de ces pays qui ont refusé sont des pays européens. Donc, on a, sur les sujets dont on parle ce matin, on est dans l'irrationnel, dans le grand n'importe quoi, qui n'a aucune... je suis un scientifique, je suis docteur en génétique moléculaire. Il n'y a aucune raison de parler des questions de migration comme on en parle dans les sociétés européennes depuis plusieurs années maintenant. Il n'en demeure pas moins que vous avez beau mettre tous les faits que vous voulez sur la table, ce n'est pas entendable parce que la vérité ou la science recule et qu'on est encore une fois dans une approche de déni par rapport à des sujets dont on devrait parler d'une manière plus apaisée, encore une fois en respectant les points de vue, les peurs qui peuvent être légitimes. Donc cette politique d'intégration, elle est après cette convention de Genève, juste pour terminer, je pense qu'un certain nombre de gens qui avec moi travaillent sur ces sujets au niveau européen, nous pensons qu'aujourd'hui elle ne serait plus adoptée. Parce qu'il y a un tel recul du droit international que l'existence même de cette convention, si elle était remise au vote, serait vraisemblablement pas certain qu'elle soit à nouveau adoptée. Nous avons d'autres défis à relever dans les prochaines années, comme les défis des migrations climatiques, sur lesquels je travaille également. Donc, il y a ce panorama. Pendant plusieurs décennies, on a été sur 10, 20 000 maximum réfugiés par an. Vous voyez, c'est pas... ce qui représente par rapport à peu près à 200 000 personnes qui légalement rentrent sur le territoire français. C'est 10-20% des entrées légales sur le territoire se font via la procédure de la demande d'asile et l'obtention d'un statut. Donc l'essentiel des personnes qui sont légalement sur le territoire français ne sont pas des demandeurs d'asile. Il y a 80 000 étudiants en fonction des années et il y a bien évidemment le regroupement familial que certains voudraient voir remis en cause, mais là aussi qui est un droit reconnu au niveau international et qui est un droit humain fondamental, c'est de pouvoir organiser la réunion de sa famille dès lors que vous avez été victime et que vous êtes reconnu comme réfugié. Donc, depuis les années, début des années 2000, je ne vais pas vous faire... si vous voulez, mise en perspective, j'ai contribué à la rédaction d'un rapport de Terra Nova en avril 2017 qui s'appelle « Pour une refonte des politiques d'intégration », que vous trouverez sur le site de Terra Nova. Et donc là, on a une mise en perspective qui commence à partir des années Michel Rocard, où là, la France affirme une ambition d'intégration, mais avec un mot intégration qui va beaucoup plus loin que la mission dont j'ai la charge aujourd'hui, puisqu'elle intègre aussi cette dimension d'intégration
les Français d'origine étrangère, et notamment ceux qui sont dans les quartiers, qu'on appelle donc les habitants des politiques de la ville. Début des années 2000 et 2002, tout particulièrement avec la première fois, donc l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, la volonté du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin et de Jacques Chirac de créer les conditions d'un contrat d'accueil et d'intégration. Et de réfléchir à l'organisation même de l'accueil en France des réfugiés. Ça s'est fait à l'époque, et j'avais une responsabilité particulière parce que j'étais le directeur de cabinet de la ministre en charge de l'intégration en 2004. Et nous avons eu, dès le départ, l'hostilité de Claude Guéant et de Nicolas Sarkozy, alors directeur de cabinet et ministre de l'Intérieur, qui était sur une ligne politique qui n'était pas celle-là, qui était sur le fait de ne pas accorder d'attention particulière, autre que le droit commun, et de ne pas mettre en place une politique dédiée à l'intégration. C'est aussi le moment où la France a tardivement, puisque c'était l'un des derniers pays européens à appliquer une directive européenne, qui a créé la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui a disparu et qui a été intégrée dans le Défenseur des droits début des années 2010. Donc, la création aussi du Haut Conseil à l'intégration que présidait Blandine Kriégel, qui a fait beaucoup de travaux et mis en lumière tous les obstacles à l'intégration dans la société française, et beaucoup d'intellectuels qui ont porté des débats et qui ont essayé de faire avancer le débat dans la société française. Mais le débat d'il y a 15 ans n'a rien à voir avec le débat d'aujourd'hui, et je vois même la dégradation de ce débat depuis un an, depuis ma nomination. Si vous voulez, j'ai l'impression chaque mois que nous dérivons de plus en plus vers je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, dans les années 2000, sous ce quinquennat de Jacques Chirac, il y a eu cette volonté politique, et il se trouve qu'après j'ai été aussi conseiller de Dominique de Villepin quand il était Premier ministre. Il y a eu cette volonté politique de porter des politiques d'intégration. Et cette politique d'intégration, elle était interministérielle, elle était portée par le ministère des Affaires sociales, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. Pour Nicolas Sarkozy, président, sa première décision a été de créer un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Et de supprimer toute l'animation interministérielle et de ramener toutes les administrations en charge des sujets d'intégration au ministère de l'Intérieur. Et donc a été créé un secrétariat général à l'immigration. Et ensuite, vous avez sans doute en tête la séquence de 2010, le discours de Grenoble et le débat sur l'identité nationale. Débat avorté qui a été un débat calamiteux, même si, encore une fois, par rapport au diagnostic que je porte aujourd'hui, je dirais que la question de l'identité ou des identités est sans aucun doute la question la plus aiguë des sociétés françaises et européennes et des pays développés. Mais on pourra y revenir dans des questions. Donc, tout le monde avait imaginé que l'arrivée de François Hollande, y compris ceux qui n'avaient pas voté pour lui, mais par rapport à l'histoire politique de la France, que 2012 marquerait un retour à une approche interministérielle et un renouveau des politiques d'intégration. Manuel Valls s'est trouvé dans la droite ligne de Nicolas Sarkozy et avec la même approche politique et opérationnelle. Approche politique, c'est un sujet clivant pour les Français et donc il faut coller à l'opinion et il faut garder les outils du prédécesseur qui, entre les mains du ministre de l'Intérieur, assurait donc le pilotage avec la primauté de la question sécuritaire par rapport à la question de l'intégration. Donc, cette politique a été poursuivie à la fois par Manuel Valls en tant que ministre de l'Intérieur, mais Manuel Valls Premier ministre.
Et Jean-Marc Ayrault, qui était dans la lignée, lui, plus des époques de François Mitterrand, a néanmoins pu organiser un débat sur l'intégration qui a été assez foireux, avec un rapport qui avait été commandé à un conseiller d'État, qui a donné lieu à des polémiques, mais il s'est tenu un comité interministériel à l'intégration avec la décision de nommer un délégué interministériel à l'intégration républicaine. C'était un mois avant la fin du poste de Jean-Marc Ayrault en tant que Premier ministre. Le délégué n'a jamais été nommé et les décisions du comité interministériel n'ont pas été appliquées. Parce que, encore une fois, Manuel Valls, et on imagine, compte tenu du fonctionnement de la Ve République en France, avec l'accord du président de la République, de ne pas être sur cette ligne-là. Vous vous rappelez également de la question du débat public sur la déchéance de nationalité. Donc, une prégnance, encore une fois, de coller à ce qui serait l'opinion publique majoritaire dans le pays, c'est-à-dire un pays fermé, un pays qui a peur, et donc de ne pas donner de... Bon. Alors, évidemment, toute cette période de la fin du mandat de François Hollande a été, évidemment, on le sait tous, très marquée par les terribles attentats que la France a subis. Et donc, ces attentats, évidemment, ont contribué également à rendre encore plus difficile un débat raisonné et raisonnable sur l'intégration, parce qu'on voyait des terroristes derrière tous les demandeurs d'asile, et il y en a eu, évidemment, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de système parfait pour étudier les demandes individuelles, mais s'il y en a eu, c'est au cas par cas, et ils ont été, entre guillemets, interceptés ou maîtrisés. Il n'en demeure pas moins, donc, et j'ai même subi, moi, à titre personnel, les foudres du Premier ministre Manuel Valls, puisque quand je me suis occupé des bidonvilles, donc, dès qu'il a été nommé Premier ministre, il m'a débarqué sans ménagement de mes fonctions, considérant que mes positions humanistes n'étaient pas conciliables avec la politique du gouvernement. Donc, c'est un détail. Donc, Emmanuel Macron est élu. Cette question de l'intégration, il la réaborde d'une manière, on va dire, nouvelle, qui est plus dans la continuité de celle des années 90 ou de l'époque Chirac. C'est-à-dire de dire, avec ce fameux « en même temps », je veux à la fois garantir aux Français que je suis en capacité de maîtriser les flux et d'organiser mieux la gestion de la demande d'asile, dont les délais avaient atteint 21 mois, et donc devenait quelque chose de humainement aussi insupportable pour les personnes, et en même temps de dire les personnes à qui la France accorde un statut, il faut qu'elles soient réellement prises en charge et qu'on organise une vraie politique publique. D'où ma nomination donc en janvier, qui a mis plusieurs mois, janvier 2018, donc qui a mis plusieurs mois parce que le ministère de l'Intérieur continuait à faire une très forte résistance à la nomination, au-delà de ma personnalité, d'un retour d'une fenêtre interministérielle sur cette question de l'intégration des réfugiés. Donc le président a tranché, j'ai été nommé, j'ai eu des moyens de travailler et il s'est tenu un comité interministériel à l'intégration le 5 juin dernier. Et donc j'ai fait adopter par le gouvernement une stratégie nationale d'accueil et d'intégration des réfugiés. On est donc 6 mois après le début de cette politique interministérielle qui est pour moi marquée par de nombreux déplacements. Je fais à peu près un déplacement par semaine, donc je rencontre beaucoup de monde, des élus, des réfugiés, des citoyens, des préfets, des administrations, et j'essaye donc de décliner dans les territoires cette stratégie nationale d'accueil et d'intégration des réfugiés.
avec la mise en place d'outils et de moyens sans précédent, avec une difficulté que je vous livre aussi. Le choix du Premier ministre a été de ne pas indiquer la totalité, de ne pas faire la somme des crédits nouveaux qui étaient mis en place pour assurer cette politique d'intégration. En gros, 1 milliard d'euros sur le quinquennat. Donc par petits morceaux, je donne des chiffres sur l'accès à l'emploi, sur l'apprentissage du français. Bon. Mais le fait de ne pas communiquer m'a valu, par exemple, il y a 3 semaines, à Laon, dans un de mes déplacements donc dans le département de l'Aisne, une visite d'un groupe de gilets jaunes qui savaient que je venais, parce que mes déplacements sont toujours médiatisés, et donc ils sont arrivés sur un lieu où je devais rencontrer des jeunes en service civique qui travaillent sur l'accueil et l'intégration des réfugiés. Et là donc j'ai eu une bonne demi-heure de discussion sur c'est pas normal qu'on paye un préfet pour s'occuper des étrangers. Et on a regardé sur internet, on n'a pas trouvé de chiffres. Pourquoi le gouvernement, pourquoi vous cachez ce que vous dépensez pour les étrangers? Sachant encore une fois que migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, enfin, c'est un package global. Donc j'ai dit, mais on cache rien, tout est dans la loi de finances, par morceaux, je peux vous dire, mais voilà. Mais effectivement, il y a une vraie question de est-ce qu'on assume ou pas, de quelle manière on l'assume, est-ce qu'on assume de dire aujourd'hui à des Français qui me disent quand ils me voient, moi j'ai une retraite de 953 € par mois, et cet argent, moi, il serait bien pour moi. Donc les Français d'abord. Je vous rappelle que lors du lancement de sa campagne européenne, le parti du Rassemblement national a clairement indiqué par le jeune candidat qui porte les couleurs du Front National qu'il n'y aurait plus aucun euro dépensé pour un étranger dans ce pays tant qu'un Français dormira dehors. Donc les choses sont posées. Donc malgré tout et malgré les critiques, j'imagine que vous allez me faire dans quelques minutes, il n'en demeure pas moins que la France est aujourd'hui, et j'ai passé une journée avec le HR la semaine dernière, je vais être invité à New York pour présenter l'action de la France sur la question de l'intégration. C'est le seul grand pays européen qui assume d'avoir une délégation interministérielle, des moyens publics et de porter des actions concrètes pour les réfugiés. Alors on est encore en démocratie, donc vous pouvez en penser ce que vous en voulez, mais je vous dis, malgré tout, c'est quand même un signe de l'engagement du président de la République que j'ai revu en tête-à-tête 2 heures le 22 décembre pour faire le point sur cette mission et sur ses attentes. C'est, encore une fois, un sujet qui importe au président de la République et sur lequel il veut que la France soit exemplaire. Toujours en même temps, qui porte encore une fois, et nous en sommes tous conscients, beaucoup de contradictions à gérer au niveau national et au niveau local. Donc moi j'ai pris le sujet à bras-le-corps avec l'objectif de travailler sur 2 axes. Le premier, c'est travailler pour améliorer la vie concrète des réfugiés dans l'accès aux droits, dans des dimensions très simples comme ouvrir un compte bancaire, comme organiser la mobilité, permis de conduire, et travailler donc avec des acteurs de proximité et des réfugiés eux-mêmes. J'ai déjà tenu 2 réunions et on va organiser la parole des réfugiés. C'est-à-dire je ne conçois pas de construire une politique publique sans les personnes concernées elles-mêmes. Et c'est très souvent ce qu'on fait dans ce pays depuis des centaines d'années. L'administration avec un grand A, c'est, et donc elle n'a pas besoin des citoyens ou des bénéficiaires. Elle sait ce qu'elle doit faire. Et moi, je pense qu'on a tout intérêt à toujours associer les personnes concernées et à leur donner les moyens d'être acteurs de cette politique d'intégration. Donc on va travailler à améliorer rapidement l'accueil et l'intégration. Les moyens pour l'apprentissage du français ont été doublés. Donc on avait 200 heures, on est passé à 400 voire 600 heures à partir du 1er mars.
la semaine dernière, donc, lundi dernier, avec la ministre de l'Emploi, on a présenté les 18 lauréats du plan d'investissement compétences pour les réfugiés. Et donc l'État vient d'engager 17 millions d'euros. Il va en engager 18 millions supplémentaires d'ici la fin de l'année qui vont bénéficier à 6 000 personnes réfugiées pour favoriser leur intégration par l'accès au marché de l'emploi avec Français, logement, accompagnement social. Donc ça, c'est totalement nouveau. C'est des dispositifs c'est la première fois qu'on met en œuvre des approches intégrées. Donc j'espère aussi rapidement avoir des résultats là-dessus. Donc ça, c'est pour les personnes elles-mêmes. Et puis le deuxième axe pour moi, c'est de contribuer par un ensemble de mobilisations à contribuer à changer le regard de la société française sur les questions dont on parle ce matin. Pas seulement les réfugiés, mais la question des migrations, expliquer encore une fois des éléments, donner des éléments objectifs au débat. Donc, pour moi, ça passe par la mobilisation des collectivités locales. C'est pas une circulaire ou un texte depuis Paris qui va organiser l'action de proximité. Donc, il faut obtenir l'adhésion, ou à tout le moins ce qu'on appelle en latin un nihil obstacle, donc on n'empêche pas de faire, de la part des collectivités locales. Donc, je me suis assigné à travailler d'une part avec les grandes métropoles françaises qui m'ont sollicité pour contractualiser avec l'État des contrats locaux d'accueil et d'intégration des réfugiés. Donc cet après-midi, je réunis 7 métropoles, donc Toulouse, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Grenoble, Nancy et je ne sais pas si j'ai donné les 7, Nantes, voilà. Et d'ici la fin de l'année, il y en aura 3 autres et je couvrirai l'ensemble des grandes métropoles françaises en 2020. J'ai donc des crédits spécifiques pour développer des actions contractualisées avec les collectivités locales, ces grandes métropoles, dans lesquelles le tissu sociologique est beaucoup moins tendu que dans les villes moyennes, qui pour moi reste l'objet politique le plus compliqué. Donc, un axe de travail avec les grandes villes. Dans ces grandes villes, j'ai engagé aussi un partenariat avec les universités. Il y a un réseau d'universités qui s'appelle le réseau MENS, qui regroupe des universités des grandes écoles. Donc là, je suis en train de contractualiser avec ce réseau, qui lui-même déclinera des actions dans les territoires où il y a des universités et des écoles. Ensuite, j'ai écrit début décembre à 700 maires qui ont, depuis 2015, accueilli des familles réfugiées dans leur commune. Et je leur ai proposé de participer à un réseau des élus solidaires. Et là, vous le verrez dans le document, présentation de ce réseau. Donc sur la base d'un mailing personnalisé, j'ai à la date d'hier 62 élus qui ont répondu sur 700, ce qui est pour une lettre comme ça plutôt encourageant, et des communes de toute taille. Et des maires qui m'ont appelé. Par exemple, je vais le 6 mars à Autun. Le maire d'Autun m'a dit « Je veux absolument que vous veniez passer une journée à Autun. Je vous présenterai tout ce qu'on fait dans ma commune pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. » Donc, je vais constituer ce réseau. On a déjà fait une première newsletter électronique. Je vais travailler avec les collègues préfets de départements et de régions pour que ce réseau territorial soit animé. Mon idée étant de faire remonter des envies d'accueil, de manière à pouvoir proposer des projets d'intégration sur la base de communautés de territoires dans lesquelles il y a une volonté d'accueillir. Donc ça, c'est la première dimension pour moi extrêmement importante, c'est la mobilisation des collectivités locales. Et le plus compliqué, comme je vous le disais, c'est des villes moyennes comme celles que j'ai vues dans l'Aisne, par exemple, Saint-Quentin, Soissons, Laon. Même des villes plus petites comme Villers-Cotterêts dans l'Aisne qui sont aux mains du Front National ont une famille. Donc les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup moins binaires qu'on ne le pense, mais en tous les cas, j'ai beaucoup de territoires ruraux qui sont demandeurs parce que pour maintenir une école, pour maintenir une activité économique, une famille réfugiée est utile et bienvenue.
J'ai aussi beaucoup de métiers dans lesquels dans ce pays, là aussi, beaucoup de contradictions. Il y a 400 000 emplois non pourvus dans la restauration, l'hôtellerie, les activités saisonnières agricoles, le bâtiment. Et donc là, je travaille avec les fédérations nationales sur l'apprentissage, avec les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, pour organiser. Et là, j'ai besoin de logements, j'ai besoin de territoires dans lesquels les personnes vont être entourées et parrainées. Donc j'ai aussi organisé un deuxième axe, c'est la mobilisation de la société civile, donc que vous représentez ce matin. Donc d'une part, la jeunesse est pour moi un élément central du changement de regard. Et j'ai proposé donc au gouvernement de mettre en place un grand programme national de service civique pour l'accueil et l'intégration des réfugiés, qui en 2019 sera de 2000 missions proposées pour l'accueil et l'intégration des réfugiés, et d'ici 2022, 5000. Ce programme bénéficiera aussi, pour cette première année, en expérimentation grandeur nature, sur les 2000 missions proposées à des jeunes pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. Il y aura 1500 missions qui seront proposées à des jeunes Français et 500 missions qui seront proposées à des jeunes réfugiés, mais pas dans des missions d'accueil et d'intégration des réfugiés, mais dans des missions tout à fait banalisées, mais dans la société française. Je vous donne un exemple, puisqu'il y a déjà des collectivités qui se sont engagées. À Saint-Étienne ou à Nancy, il y a des jeunes dans des MJC, par exemple, ou la Fédération des œuvres laïques en Savoie en a recruté également. Donc l'idée, c'est d'organiser ce changement de regard par des jeunes qui, à la maison, vont rentrer et discuter en famille avec leurs potes en disant je travaille dans telle structure, tel opérateur qui accueille des demandeurs d'asile, des réfugiés, des migrants. Ça m'a changé mon regard ça m'a fait réfléchir sur cette question importante dans notre société. Et pour les jeunes réfugiés, ça leur donne aussi un temps de moyenne 8 mois avec un revenu, une indemnité et la capacité à être en réseau dans une communauté locale et travailler donc un projet de vie dans le territoire. Et je travaille aussi avec les collectivités. Par exemple, l'association des maires du Jura a pris un engagement d'organiser un parrainage républicain dans toutes les communes du Jura où serait accueillie une famille réfugiée. Donc, ce programme de parrainage s'appelle Mentor, l'autre programme de volontariat s'appelle Volontaire. Et j'ai un troisième programme de bourse d'engagement que je vais lancer courant de cette année, qui s'appelle Faire, et qui permettra d'accompagner 1000 jeunes Français qui auront des projets pour organiser un projet pour un jeune réfugié. Donc on va essayer d'organiser des choses extrêmement concrètes, pratiques, qui sur le territoire sont souvent d'ailleurs par la presse quotidienne régionale, à la différence du débat qui est relayé au niveau des médias nationaux. La PQR, comme on l'appelle, relaye d'une manière souvent très positive les actions citoyennes pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. Donc cette dimension-là, elle est essentielle, et bien entendu la communication qui va avec. Donc je travaille avec le HCR, et je suis en train de mettre en place pour le 20 juin prochain, qui est la journée mondiale des réfugiés, l'organisation dans toute la France, à l'initiative des préfectures, de présentation des actions de l'État pour l'intégration des réfugiés dans le département. Et avec le ministre de la Culture, nous allons organiser avec le HCR et la Fondation SNCF, la SNCF, une dimension dans la fête de la musique qui est le 21 juin, donc le lendemain du 20 juin. Dans les gares, une organisation de présentation de musique par des réfugiés ou des Français avec des réfugiés, etc., autour des pianos dans les gares, de manière à organiser des rencontres et d'organiser du débat. Donc voilà, quelques pistes, des petites vidéos aussi de 2 minutes 30 pour interviewer un maire qui était contre l'arrivée d'une famille ou d'une structure et qui a changé d'avis, et il explique pourquoi il a changé d'avis. Un opposant qui est contre,
et qui devient un bénévole dans la structure d'accueil. Parce que vous le savez tous dans cette salle, 99,9% des préhensions tombent le moment où il y a un face-à-face humain. Et donc il faut tout faire pour permettre que ce face-à-face ait lieu, et après, ça marche. Donc voilà un certain nombre d'actions que je souhaite conduire, encore une fois, avec la société civile, en me fixant un objectif plus politique, celui-là, qui est de me dire, l'analyse que je porte, c'est que toutes ces visites de terrain, le nombre de personnes présentes dans cette salle montre que je pense qu'il y a 35-40% des Français qui n'ont pas besoin de communication, qui n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'il faut faire, qui sont, je dirais, convaincus que l'hospitalité et la fraternité, c'est une marque de fabrique de la République française et des pays développés, enfin de ce qu'on pourrait appeler, encore une fois, les démocraties occidentales. Donc ces personnes, il faut les conforter et leur donner des moyens. C'est ce que j'essaie de faire dans le parrainage, dans l'animation territoriale avec les collectivités. Dans les métropoles, je vais financer des postes d'animation. Je vais créer une plateforme numérique pour mobiliser, donc, pour que les citoyens puissent s'inscrire, dire moi j'ai 1 heure à proposer, une demi-journée, j'ai telle compétence, et organiser sur la base du volontariat l'inscription de réfugiés pour des activités. Ce que fait déjà, enfin, je n'invente rien, j'essaie simplement de bien développer, de bien soutenir des initiatives comme par exemple celle portée par GRS depuis plusieurs années, ici en Île-de-France. Donc, cette cible de Français convaincus, il n'y a pas besoin de... Bon, il y a 35% des Français qui ne sont pas du tout convaincus et qui sont aujourd'hui totalement hermétiques à tout discours ou à tout débat raisonné sur le sujet. Donc c'est même pas la peine d'essayer de leur faire changer d'avis. Aujourd'hui, en tous les cas. De mon point de vue, c'est pas la peine de perdre de l'énergie sur cette cible-là. Et puis il y a le niveau central qui fait basculer les démocraties d'un côté ou d'un autre. Cette partie centrale de l'opinion française et des Français, je dirais, je la résumerai en les migrations. Les migrations, ça a toujours eu lieu, ça continuera à exister, compte tenu de la démographie humaine. De toute façon, ce siècle, c'est un siècle de migration. Comme les autres, peut-être un peu plus que les autres, mais si on raisonne en pourcentage, voilà, l'homme a toujours migré pour des raisons X, Y, Z. Et donc, ces migrations, on n'y échappera pas. Je suis inquiet pour les conséquences de cette migration sur plusieurs points. Dans un monde où la croissance classique est en diminution et qui a connu la crise de 2008, le gâteau des pays développés ne croît plus. Ou s'il croît, c'est avec des petites poches de croissance qui ne concernent que quelques bénéficiaires et avec une très forte accroissement des inégalités. Mais globalement, ce gâteau, il ne croît plus. Deuxièmement, avec des taux de chômage très importants, et y compris avec ces contradictions de 400 000 emplois non pourvus dans des secteurs en tension en France, la perception que l'étranger va nous prendre un emploi, alors qu'il n'y en a déjà pas beaucoup. Et enfin, la troisième dimension la plus irrationnelle, et c'est la plus compliquée à travailler, c'est l'étranger menace mon identité. Donc ça va du grand remplacement à tous les fantasmes sur l'autre. Et à ce moment-là, l'autre est perçu, et je le disais en aparté, et en tant que biologiste, j'ai vraiment le sentiment que nous sommes face à une sorte d'épidémie et que dans les discours, nous tenons des discours de maîtrise d'épidémie par une agence de santé, quoi. Donc le virus arrive à tel endroit, surinfection bactérienne à tel endroit, il faut... non mais c'est quand même un peu ce qui est dans les têtes, hein. Moi, en tout cas, c'est peut-être par déformation initiale de biologie que je perçois le... Or, on sait que la vie, c'est la diversité, c'est nous-mêmes, nous sommes une entité avec des cellules qui reconnaissent le soi, mais
En même temps, nous n'existerions pas si nous n'avions pas la capacité, par notre peau, par d'organiser des communications et des relations avec l'extérieur. Nous n'existerions pas si l'autre n'existait pas. Donc, comment, avec ce travail de changer le regard, comment ensemble essayer de faire baisser le niveau de la cocotte minute sur cette partie de l'opinion publique qui se dit j'y échapperai pas, mais il faut qu'on me garantisse que ça va pas me nuire, que ça va pas me faire perdre une chance, que ça va pas me menacer dans une identité qui est... Et c'est quoi cette identité française? Bon. Et là, personne dans cette salle n'a une réponse. Moi, je dis souvent, quand je suis interpellé sur l'assimilation, je dis, mais est-ce que vous vous rappelez pourquoi ce pays s'appelle la France? Parce qu'au 5e siècle, il y a entre 40 et 50 000 qu'on a appelés des barbares à l'époque, qui s'appelaient les Francs, qui ont envahi ce petit pays, enfin ce pays, et qui ont pris le pouvoir. Et dont le chef était suffisamment intelligent pour se dire, pour prendre le pouvoir, il faut que je me convertisse au christianisme. Donc le Gaulois ou l'ADN du franc, je ne sais pas trop ce que c'est. Et d'ailleurs, si vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, se développe, on peut faire son analyse de son génome. Et donc, vous pouvez savoir que vous avez 32% d'Érythréens, 4% d'Italiens, etc. Donc, alors là, quand il va falloir définir la francitude et jusqu'où on va pour savoir qui d'entre nous dans cette salle est autorisé à rester dans ce pays, je pense que ça... Mais on voit bien comment ça tourne, ces débats, de toute façon. C'est après quelqu'un qui vous dit depuis la tribune, toi, t'es pas français, dégage. Donc c'est comment est-ce qu'on va organiser, encore une fois, en dépit de nos différences, de vos inquiétudes, comment est-ce que vous allez m'aider, je n'hésite pas à vous lancer cette perche, à faire en sorte que nous démontrions que l'hospitalité, c'est une chance, c'est une opportunité pour des hommes et des femmes, pour le pays, et qu'on ne doit pas avoir peur, et qu'il y a des inquiétudes, elles sont légitimes, qu'il ne faut pas les balayer, qu'il faut en discuter, et qu'il faut essayer de remettre de la raison, parce que ce débat n'est plus ce débat sur l'immigration qui est en train de faire basculer l'Union européenne vers autre chose. Ce débat est en train d'être autodestructeur. Et il faut donc que nous remettions de la raison et d'élever le débat, quoi. Voilà. Donc, je vais répondre à vos questions. On peut vous faire diffuser ça. Vous avez une boîte contact sur la délégation. Vous pourrez aussi avoir plus d'informations. Donc, l'intégration, c'est un parcours, c'est un challenge, c'est une opportunité. Et je dirais, une intégration réussie, c'est qu'on devient comme monsieur et madame tout le monde dans la société et qu'il n'y a plus besoin de dire je viens de quelque part. Voilà. Donc, c'est comment est-ce qu'on va essayer de vivre ensemble et de faire société dans ce temps qui ne porte pas à faire société, mais qui au contraire porte à se séparer les uns des autres et à penser qu'on est mieux en famille, après avec ses voisins, avec... sa ville, etc., etc. Enfin, tous les discours qu'on entend tous les jours. Merci de votre attention. Un très grand merci de cet éclairage qui à la fois nous éclaire sur les rouages des administrations françaises. Moi, si on va désigner, je dois partir tout de suite parce que vous avez dû l'entendre, je suis originaire des Pays-Bas, je ne suis pas la seule. Celle qui va intervenir tout à l'heure est ma compatriote. Donc, nous partirons tout de suite. Mais voilà, j'espère que je peux rester jusqu'à 12h30. C'est les Allemands, puisque vous le savez, on a vendu l'Alsace. Ah oui. Et là, une partie de la Lorraine, qui est ma région natale. Donc, voilà, je suis déjà franco-allemand ce matin. Donc voilà, ces rouages de l'administration que je découvre, et puis toute cette action concrète et qui doit certainement rejoindre beaucoup de choses que vous faites sur le terrain. Donc j'imagine qu'il y a pas mal de questions pour M. Régnier. On va en prendre 3. Alors il y a quelqu'un qui a déjà le micro, qui a été malin. On vous écoute.
Bonjour. Je discutais hier avec une personne qui bosse un peu dans l'intégration professionnelle des personnes réfugiées et qui était assez remontée contre l'infantilisation des personnes réfugiées, notamment dans des programmes que vous pouviez décrire comme des programmes comme Hope qui ont été montés avec l'AFPA, ADECO et qui sont intégraux sur la formation, le logement, le FLE et où on assistait peut-être un peu les personnes et où les entreprises ne pouvaient pas forcément aussi s'y retrouver, les réfugiés aussi. Voilà, comment on fait des programmes qui peuvent aider à lever des freins sans infantiliser et sans assister totalement les personnes. Si, voilà, une question devant. Merci beaucoup. Pour faire société, le monde associatif est un outil extrêmement important, de notre point de vue. Quelle est votre politique par rapport au monde associatif ? Ça fait de très nombreuses années que les budgets finançant les associations ont baissé d'année en année. Je me rappelle de M. Raffarin qui a été le premier à baisser les budgets, en particulier dans les quartiers. Donc, quelle est votre politique par rapport au monde associatif ? Voilà, une troisième question. Je vous remercie pour cette intervention. Ça peut nous donner de l'espoir. On en a besoin. On a un très gros problème, nous, quand les personnes qu'on accueille ont leur statut, un gros problème de logement. Pas un problème invraisemblable pour leur logement, donc pour leur autonomie, voilà. Et puis, est-ce que changer le regard, pour changer le regard, il ne faudrait pas aussi modifier l'accueil, faire en sorte que la crise des migrations ne soit pas une crise de l'accueil du migrant en France. Je pense que ça pose un gros problème sur le regard qu'on peut avoir ou que certains ont sur le bandit qui rentre en France. Voilà, on va répondre à... Non, c'est lié. Ok. La Cité des sciences et de l'industrie où il y avait un énorme et magnifique travail sur l'intégration par GRDR. Ils nous ont dit que les associations, il y avait aujourd'hui 80% qu'elles étaient fragilisées parce qu'on s'occupait essentiellement des primo-arrivants au détriment de l'intégration. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, si on prend point par point sur... je n'ai pas exprès parlé de Hope ou d'autres dispositifs. Ils ont été lancés il y a 2 ans dans une approche que vous avez indiquée, c'est-à-dire une approche intégrée qui, pour le coup, moi, me paraît extrêmement intéressante. C'est un programme qui a été expérimental et qui est porté aujourd'hui à un peu plus de 1000, l'objectif est de 1000 réfugiés par an sur Hope, contre 6000 sur l'autre dispositif ministère de l'Emploi. Là, Hope, c'est plutôt un dispositif monté par le ministère de l'Intérieur avant mon arrivée. J'ai pas évoqué le rapport d'Aurélien Taché, qui était quand même un élément important de la réflexion du gouvernement avant ma nomination et pour le comité interministériel du 5 juin. Pour moi, il est extrêmement important par rapport à la question de l'infantilisation d'essayer de construire un projet professionnel qui est le plus proche du projet de vie de la personne. C'est-à-dire de pas faire, encore une fois, j'évoquais tout à l'heure l'importance de mettre la personne en tant qu'acteur. Donc, il faut construire ce projet et il y aura une nouvelle prestation, enfin une nouvelle action dans le cadre du contrat d'intégration républicaine qui permettra de faire plus qu'un bilan de compétences, quelque chose qui est un bilan le terme anglais, je n'ai pas trop bien traduit en français, c'est ability, c'est un peu toutes les capacités qu'on peut avoir. Et à partir de là, d'essayer de proposer à la personne le projet le plus en adéquation avec ses attentes. Avec la difficulté, encore une fois, j'étais avant-hier avec des réfugiés à très haut potentiel et qui, eux, vont avoir un risque de déclassement. Et donc, il faut qu'on fasse tout pour qu'ils ne se retrouvent pas très, très déclassés, parce que leurs diplômes ne sont pas toujours reconnus. Un pharmacien n'est pas reconnu, un pharmacien syrien n'est pas reconnu en France, etc. Et en même temps, je disais tout à l'heure, l'immense majorité qui aujourd'hui est peu formée et n'a pas eu de formation. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Hope, c'est toujours pour moi une expérimentation. On est vraiment en phase de déploiement et on va ajuster Hope par rapport à ce que vous indiquez et par rapport aussi au fait que c'est 87% d'hommes, Hope. Moi, je voudrais aussi qu'on
on est aussi de l'emploi proposé, des parcours pour les femmes aussi. Donc voilà, j'entends ce que vous dites et je le partage pour partie. Mais voyez aussi que c'est un pays où on voit toujours le verre à moitié vide et jamais à moitié plein. C'était la première fois qu'on lançait quelque chose d'une manière organisée. Donc il y a des limites et je valide ces limites. Sur le logement, c'est compliqué le logement, je pourrais vous en parler des heures, mais c'est des logements des territoires, c'est-à-dire que les questions de logement, elles ne sont pas les mêmes. Il y a des endroits en France, il y a beaucoup d'endroits dans lesquels les organismes HLM, par exemple, mettent des petites annonces pour trouver des locataires. Donc, moi, j'ai une vraie problématique sur l'Île-de-France, parce que l'Île-de-France, c'est plus de 50% de la demande d'asile et plus de 50% en proportion donc, de gens qui vont se retrouver réfugiés et qui, là, pour le coup, j'ai une extraordinaire difficulté à trouver des solutions logement. Parce que là aussi, comme je suis dans le droit commun, j'ai tout de suite la menace d'avoir des gens qui vont me dire, et sur les réseaux sociaux c'est à longueur de journée, encore un logement pour eux, encore un emploi pour eux, et il y a 60 000 personnes qui sont bénéficiaires du droit au logement opposable et qui n'ont toujours pas de proposition de l'État. Et à eux, on va leur trouver un logement. Donc, je suis toujours dans cette tension positive, encore une fois. Ne voyez pas, moi, mon métier, c'est encore une fois de respecter le droit, comme je le disais tout à l'heure. Donc, j'essaye d'organiser avec l'ensemble des acteurs sur le sujet logement quelque chose qui soit aussi adapté au projet de vie des personnes. Je pense, comme on a beaucoup de jeunes célibataires, je suis en train de lancer une expérimentation de colocation mixte entre jeunes Français et jeunes réfugiés. Je travaille avec Action Logement donc, pour essayer de trouver de nouvelles réponses d'accès au logement dans le droit commun. Mais je suis bien conscient que pour moi, l'un des nœuds, c'est pas tant l'emploi que de trouver un logement. Mais la question du logement me permet de répondre à la question associative. Je viens de terminer, je n'ai pas renouvelé mon mandat parce que je n'ai plus le temps d'être un bon président. J'ai été 3 ans président de Solidarité Nouvelle pour le logement. Donc je connais bien encore une fois ces questions de logement. La question elle est pour l'ensemble de la société française de produire du logement abordable pour les ménages modestes. Et le segment de public réfugié, il est, je dirais, dans cette question que la société française ne résout pas. C'est même en produisant des logements très sociaux aujourd'hui, ces logements très sociaux ont des loyers qui ne sont pas compatibles avec le niveau des ressources des personnes et qui renvoient à Habitat Humanisme, à SNL, à Emmaüs, des personnes que le parc social ne veut pas et qui sont renvoyées vers le parc privé. Donc, voilà, le logement, c'est un vrai problème. Le tissu associatif, encore une fois, je le connais par cœur. Je suis encore président de plus petites associations, donc je ne citerai pas. Il faut aussi que les associations arrêtent et sortent de ne soient pas dans la tranchée en disant, comme vous l'avez dit vous-même et comme je peux aussi le dire, il y a 30 ans, c'était autrement. Il y a une baisse des financements publics, elle est définitive. Il y a un changement de modalité de mobilisation des acteurs ONG. C'est l'appel à projet, c'est plus la subvention de fonctionnement. Donc le monde est un monde de compétition, qu'on le veuille ou non, et que je ne partage pas, encore une fois, je ne partage pas intellectuellement la manière dont on met tout le monde en compétition dans cette société, y compris les ONG, mais il y a un marché. Et sur ce marché, donc, on lance des appels d'offres et on essaye d'obtenir, encore une fois, chacun essaye aussi de survivre en répondant mais qui dénature ce que pourrait appeler le projet de la loi de 1901 ou le projet d'un engagement citoyen. Et donc, il y a un travail à faire dans le monde associatif que je connais encore une fois très bien. Et que je me sens aussi quelque part en tant que représentant de ce monde associatif. Je leur dis, mes amis, il faut que vous arrêtiez d'être dans la tranchée, sortez de la tranchée et mettez les propositions sur la table. Parce que si vous attendez qu'on revienne à quelque chose d'avant, ça ne marchera pas et on ne reviendra pas en arrière. Et par conséquent, le risque, c'est la fragilisation. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait plusieurs associations qui disparaissent en France. Il y en a 2700 dans le champ sanitaire et social. Il y a un énorme enjeu de restructuration. Et il y a également des opérateurs privés qui sont sur le marché.
quand l'État du précédent quinquennat a lancé comment ça s'appelle, un Social Impact Bond avec Adoma, donc, mais ça aurait pu être avec Auchan. C'est-à-dire trouver des solutions d'hébergement. Et à ce moment-là, un grand opérateur du privé dit « mais moi je sais mieux faire que les ONG, à moins cher ». Mais à ce moment-là, vous serez dans l'hôtellerie, mais vous n'aurez plus la dimension sociale du projet associatif. Mais c'est ce que font les Pays-Bas, un certain nombre d'autres pays plus anglo-saxons qui considèrent que le marché est tout à fait en capacité de répondre à des besoins d'intérêt généraux. Donc, je vous dis, il faut retrousser les manches. Il faut aussi s'interroger sur comment... À SNL, il y avait 1200 bénévoles, qui est une certaine moyenne d'âge. Il faut aussi s'interroger sur comment on maintient aussi ce tissu de citoyens engagés. Voilà, enfin, c'est toutes les questions que tous ceux qui s'intéressent et qui vivent dans l'association le savent. C'est vrai que jusqu'à présent, le peu qui restait de la politique d'intégration, depuis Nicolas Sarkozy, a porté sur les primos. Et j'essaye encore une fois dans le droit commun, c'est-à-dire comme je ne peux pas avoir de traçabilité ni savoir ce que deviennent les gens, donc une fois qu'ils sont sortis des dispositifs d'hébergement, du dispositif national d'accueil ou de dispositifs qui étaient traçables, une fois qu'ils sont sortis, je n'ai pas moyen d'avoir des politiques au long cours qui permettraient de proposer à quelqu'un au bout de 3 ans de faire un bilan. Je ne sais pas où il est. Voilà, donc j'ai aussi une vraie difficulté à organiser au long cours un travail, sachant aussi qu'une grande partie des personnes sous protection internationale, au bout d'un certain nombre d'années, sollicitent la nationalité française. Et c'est aussi un facteur d'enrichissement de la société française. Beaucoup de réfugiés que je rencontre me disent clairement qu'aujourd'hui, ils ne voient pas leur avenir ils voient leur avenir de leurs enfants en France et qu'ils ne voient pas comment ils pourraient retourner et avoir un retour dans leur pays. Voilà, même si la Syrie dit revenez, mais je pense que il ne faut pas rentrer évidemment. Voilà. Encore peut-être une série de questions. Oui, on va prendre une série de questions. Il y a peut-être au fond de la salle aussi, parce qu'on a eu déjà beaucoup. Non, il n'y a pas. Bon, alors ici, voilà, très bien. Alors ma question concerne l'apprentissage du français. Oui. C'est vraiment la base de beaucoup de choses. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment est organisé cet enseignement, si c'est des professionnels, des bénévoles, si c'est des cours du soir, si c'est des cours dans la journée, enfin comment c'est organisé, parce que c'est vraiment la base, enseigner le français. Moi je suis d'origine italienne, mes 2 parents sont arrivés jeunes mariés en 1920 et en Lorraine, où il y avait des Polonais, des Croates, à la mine de fer où travaillait mon père, et en classe, on mettait un point d'honneur à bien parler le français et à être fort en orthographe. Ah, Benoît, au fond, là, qui a le micro. Merci pour votre exposé. Il a beaucoup été question donc, de la situation des réfugiés, mais on sait que la frontière est de plus en plus poreuse entre réfugiés et migrants. Donc, dans le cadre de votre mission, qu'en est-il des migrants climatiques? Si vous pouvez aussi nous aider à mieux comprendre la politique du président Macron vis-à-vis des migrants, qui ont aussi des droits, même s'ils n'ont pas un cadre normatif aussi solide que la Convention de Genève pour les réfugiés. Ma question rejoint celle qui vient d'être donnée. Pourquoi ne pas faire entrer dans une politique d'intégration les déboutés du droit d'asile qui, pour la plupart, ne repartiront pas et qui meurent à petit feu de ne pas pouvoir travailler? Et la seconde question, c'est par rapport aux cours que donne l'OFII. Ils arrivent souvent très très tard. Les personnes sont depuis 1 an, 2 ans, parfois plus en France, lorsque la proposition leur arrive, puisqu'elle est postérieure à l'obtention du statut. Une dernière question, là, au fond.
Merci de tout ce que vous avez apporté. Et je voudrais vous demander si vous pouvez faire un focus sur l'intégration des MNA, en particulier ceux qui ont au-dessus de 16 ans, et peut-être avoir un mot pour ceux qui sont ni mineurs ni majeurs, qui sont sur le sol français, qui existent, et leur intégration par l'école. Merci. J'ajoute une toute petite question. Quand vous dites qu'ils sont devenus de droit commun, que vous n'avez aucun moyen de les suivre, il n'y a pas moyen, puisque vous faites dans l'interministériel, de vous mettre d'accord avec l'OFPRA que les gens qui ont ou qui n'ont pas leur droit d'asile, je veux dire, il y a des fichiers à l'OFPRA, on pourrait imaginer que vous savez qui obtient l'asile, etc., ou que les gens soient invités à se mettre, parce que souvent les gens obtiennent enfin l'asile et à ce moment-là tombent dans une déprime terrible, parce qu'ils ont vécu dans l'attente, et qu'ils sachent au moins où s'adresser ou quelque chose comme ça. Enfin, Alors, il y a beaucoup de choses. Sur le dernier point, sur l'OFPRA, l'idée de travailler au moment de la délivrance du statut ou de la décision, dès qu'elle est connue, de donner des éléments pour que les gens ne soient pas seuls dans la nature, quoi. Oui. Voilà. Donc, même quand ils sont d'ailleurs déboutés aussi. Hein. Non. Alors, déboutés, je vais y revenir. Donc, ça, on va le faire aussi avec la plateforme numérique, parce que la plateforme numérique que je suis en train j'ai obtenu deux développeurs qui vont travailler 1 an, qui ont commencé à travailler avec moi depuis 15 jours. On fera une application smartphone, des choses très simples, accessibles dans toutes les langues et pas dans les langages administratifs, de manière à pouvoir offrir un service. Je voudrais aussi que les personnes, donc par rapport à l'apprentissage du français, bon, d'une part, la réforme de l'OFI ne sera réellement mise en œuvre puisque c'est des marchés européens, donc tout ça est en train d'être finalisé, que le 1er mars. Donc aujourd'hui, vous êtes encore sur l'organisation de 200 heures et des marchés tels qu'ils étaient passés jusqu'à la réforme. Donc on va travailler avec l'OFI sur à la fois l'amélioration du quantitatif, les indiqués, du qualitatif. Il va y avoir une augmentation du coût horaire des formations et aussi diminuer le nombre d'apprenants par classe, d'organiser des formations au plus près des personnes et pour éviter qu'elles ne soient obligées de faire 40 km pour aller à un cours. Et d'attendre le moins longtemps possible, puisqu'en fait la programmation de l'apprentissage du français via l'OFI démarre à partir de la signature du contrat d'intégration républicaine. Et donc ce que je voudrais, avec ce que je disais tout à l'heure, dès que la personne sait qu'elle a obtenu un statut, c'est d'organiser avec ce que j'appelle mentor, là, je vous évoquais tout à l'heure la question du parrainage, c'est d'organiser tout de suite la proposition d'un accompagnement personnalisé qui n'attendra pas l'OFI pour démarrer un travail de mise dans la société française. Le cours, je dis aussi souvent sur les cours, même s'il y a 600 heures, qui dans cette salle, moi le premier, après 8 ans d'anglais dans l'apprentissage scolaire, était capable de tenir une conversation. Donc le cours c'est bien, c'est indispensable, mais pour moi ce qui est le plus important c'est le bain dans la société française. C'est ne pas laisser les gens tout seuls ruminer, parce qu'effectivement, vous l'avez très bien dit, je ne l'ai pas évoqué, mais j'ai un excellent travail avec Madame Buzyn. Enfin, j'ai une ministre qui est très très allante à la fois pour m'accompagner et pour porter des dispositifs, notamment sur les questions de post-trauma, et sur la manière dont on a un taux de suicide important chez les jeunes après l'obtention du statut, parce qu'il y a une telle tension qu'à un moment donné, il y a une décompression, et c'est là qu'il faut porter attention, et que même dans les dispositifs emploi, c'est bon. Donc l'apprentissage du français, pour moi, l'OFI, c'est le squelette, c'est la colonne vertébrale, mais s'il n'y a pas tout autour quelque chose qui fait chair et qui organise, je dirais, l'insertion dans la société française, dans le territoire,
vous aurez beau faire 1000 heures de cours de français. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut favoriser les démarches du plan d'intégration compétences ou le plus rapidement possible. Aussi, si vous êtes dans l'emploi ou dans une formation, vous avez des gens avec qui vous allez parler, vous serez obligé de parler. Donc voilà, je tiens à cette approche, encore une fois, d'entourage. Sur les MNA, donc j'avais proposé au gouvernement de me donner une responsabilité en la matière et je n'ai pas eu de réponse positive, donc je ne suis pas en charge des MNA, qui sont pourtant pour moi dans tous les déplacements que je fais un sujet éminemment important, tant au niveau administratif qu'humain. Néanmoins, il y a eu quelques avancées. Il y a eu une avancée dans la loi du 10 septembre dernier sur la possibilité pour les mineurs qui commencent une formation après 16 ans d'apprentissage ou en alternance de la terminer après leur majorité sans problème, dès lors qu'ils auraient déposé une demande d'asile. Nous n'avons que sur... les chiffres sont instables sur les MNA, mais mettons que, je dis on en a 30 000, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Il y en a quelques centaines seulement qui ont fait une demande d'asile, ce qui est idiot. À partir de 16 ans, ils peuvent demander l'asile. Oui. Je vais vous donner des cas concrets à la fois positifs et négatifs. Le négatif, soyons franco et j'y vais cash. Vous avez aujourd'hui un nombre incalculable de mineurs albanais qui n'ont rien à faire sur le territoire français. C'est un pays qui est un pays sûr, qui en plus demande l'intégration dans l'Union européenne et avec le soutien de l'Allemagne. On ne peut pas faire une politique systémique vis-à-vis de l'Albanie, doit gérer ses problèmes. Il y a un moment donné, encore une fois, vis-à-vis des Français, la règle, c'est le respect de la règle de droit. Les Albanais n'ont rien à faire sur le territoire français. Il y a des filières qui organisent l'arrivée de faux mineurs albanais sur l'ensemble du territoire français. Et là, c'est le préfet qui parle. Peut-être c'est des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, mais je vous l'ai dit. Donc, en revanche, que je sois interpellé à Bourg-en-Bresse sur un mineur albanais dans la pâtisserie qui fait un super boulot et qui est en apprentissage et que le boulanger me dit je veux le garder, on va le garder. Évidemment. Mais je ne peux pas. Enfin, je ne peux pas. Je pense qu'il est, alors là, totalement contre-productif de dire d'emblée, j'accueille tous les mineurs albanais, tous les mineurs géorgiens qui arrivent, qui sont dans des filières, qui sont attendus, qui sont organisés, qui vont être rackettés après. Enfin, très franchement, là, sans être... je m'énerve rarement, mais là-dessus, il faut qu'on ait un débat intelligent entre nous. On peut pas être simplement sur une posture en disant accueillons tous les MNA qui viennent. Ce n'est pas possible. Et il y a des lois, et ces lois doivent être appliquées, et ça me ramène sur les déboutés. Après, moi, je suis tout à fait prêt au débat, vous l'avez vu, moi j'ai mes convictions, vous avez les vôtres, et moi, ma ligne, c'est le droit, c'est la règle de droit. Si vous dites aux Français, on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, eh ben, il n'y a plus de République, il n'y a plus d'état de droit. Les lois, elles doivent être appliquées. Non, mais je vois que vous n'êtes pas d'accord, mais à ce moment-là, c'est un autre régime, c'est un autre régime politique. On ne peut pas faire... Le préfet, il fait du cas par cas, parce qu'il a un pouvoir constitutionnel, qui est un pouvoir qui est hérité de l'Ancien Régime, qui est que, en tant que représentant de l'État, comme le président de la République peut gracier un condamné, le préfet peut avoir la possibilité, sur la base qu'il n'a pas à rendre compte de sa décision, et il le fait tous les jours, de régulariser des personnes en situation irrégulière présentes sur les territoires français. Une personne en situation irrégulière sur le territoire français n'est pas une personne sans droit, ni en termes d'accès à l'éducation, ni en termes d'accès aux soins, comme vous le savez. Maintenant, sur les déboutés, le problème, il est central. Il est sur ces situations qu'on a laissé perdurer dans ce pays, à la différence des autres grands pays européens qui ont organisé des politiques de régularisation, notamment du segment famille avec enfants. La France ne l'a pas fait. Aujourd'hui, vous avez 300 000 bénéficiaires de l'AME, vraisemblablement 400 000 sans-papiers sur le territoire français. Et après, effectivement, on va s'échiner, enfin s'engueuler sur un nombre de quelques milliers de réfugiés par rapport, en fait, à la réalité qui est la plus dramatique, à la fois humaine et politique. C'est 38 000 chambres d'hôtel payées par l'État chaque soir
qui coûte aux Français 250 millions d'euros par an pour loger des personnes ni régularisables, ni expulsables en l'État, et que personne ne veut avoir. Tout le monde laisse ça sous le tapis depuis des années. J'ai encore dit la dernière fois que j'ai vu le président de la République, je lui ai dit, j'ai proposé une solution. Mais je ne suis pas le seul à proposer des solutions. On me dit pas maintenant. Donc si vous voulez, moi j'essaye, je suis sur une ligne de crête. Je suis sur un rasoir. Je défends la dignité et les droits des personnes dans un état de droit. Si la France ne veut pas régulariser des gens qui sont en situation irrégulière sur son territoire, c'est le droit de la République française. Et que vous, en tant que citoyen, vous ne soyez pas d'accord, c'est votre droit. Et à ce moment-là, dans un État démocratique, il y a des élections, il faut changer de majorité, il faut changer la loi. Mais dès lors que la loi est celle-là, on ne peut pas aussi vis-à-vis des Français qui sont dans ce que je disais tout à l'heure, le milieu qui ne sait pas où il veut aller, si on dit en permanence, ah ben on fait ce qu'on veut, il y a 300 000 sans-papiers bénéficiaires de l'aide médicale État, dont, vous savez, l'exploitation politique qui est faite depuis des années de cette aide médicale État, ce qui est un vrai scandale, cette exploitation politique. Mais néanmoins, si vous ne répondez pas à ces inquiétudes-là, vous continuerez à laisser penser que toutes les personnes qui vont arriver sur le territoire français auront un titre de séjour. Ce n'est pas entendable aujourd'hui par nos compatriotes. Enfin, c'est mon intime conviction maintenant. Je peux me tromper et je ne prétends pas avoir la vérité. Simplement, je vous dis, il y a un état de droit. Chaque année, les préfets régularisent plus de 30 000 personnes sur le territoire français sur la base de la circulaire Valls, qui reste toujours appliquée ou applicable. Il y a par ailleurs eu 7 circulaires de régularisation depuis 1958. Et il y a le pouvoir de droit commun des préfets pour régulariser. Néanmoins, les régularisations annuelles sont sans commune mesure avec le flux. Et donc, il y a chaque année davantage, plus de personnes pour lesquelles on ne prend pas de décision. Avec des enfants nés sur les territoires français. Ça, c'est pour moi le vrai sujet de tension, beaucoup plus important encore une fois que la question de... Parce que c'est derrière cette question qu'il y a dans les centres d'hébergement en France des violences, des gens qui vous disent SDF français, qui le portent même sur leur poitrine dehors, dans Paris. Et donc, moi j'essaye encore une fois d'être dans un état de droit, de respecter, d'incarner l'État, et de vous dire, humainement, oui, je pense qu'il y a énormément de situations qu'il faut régulariser. Mais on peut le faire juridiquement, à condition, encore une fois, qu'il y ait une position politique qui fasse que ce débat ait lieu dans la société française, et ce débat ne peut pas être qu'entre nous, personnes convaincues de la nécessité de respecter les droits fondamentaux des personnes. Si vous n'entendez pas le cri dans la société française aujourd'hui, et encore une fois, monsieur est lorrain, moi aussi, allez à Lorraine, faites le tour des ronds-points aujourd'hui, allez écouter ce qui se dit, ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux, sur les étrangers, sur les immigrés. Je vous assure que si demain, effectivement, vous dites j'ouvre la possibilité, c'est pour ça que j'ai proposé au président de la République quelque chose que je pense plus subtil que de dire on va régulariser des centaines de milliers de personnes en situation régulière. Quand M. Wauquiez dit qu'en 5 ans, M. Macron aura permis l'arrivée d'1 million d'étrangers sur le territoire français. Donc si vous voulez, c'est un débat pourri. Donc aidez-moi, ne soyons pas sur des postures où on s'envoie des invectives de part et d'autre. Ça ne fera pas avancer les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Et on se bat pour eux. Et comment se battre le plus intelligemment pour trouver des bonnes réponses qui fassent encore une fois que ces personnes qui sont là depuis des années sur le territoire français puissent avoir un projet de vie en France, pour leurs enfants, pour eux, et vivre dignement dans la société française. Mais si on est sur des postures, je terminerai par là, c'est un pays que j'adore, mais j'en ai marre de faire des réunions et de savoir à l'avance, je peux vous écrire le communiqué de conclusion de la réunion avant même que la réunion ait lieu. Parce que personne n'accepte de se parler et d'entendre l'autre et d'essayer de trouver, non pas un plus petit commun dénominateur, parce que finalement c'est ce qui appauvrit les démocraties, mais le débat. Voilà, merci et excusez-moi pour mon engagement. Merci beaucoup.